Dans l'univers mystique du label Vertigo, où les ténèbres et la lumière se livrent une bataille éternelle, un homme se tient à la frontière entre ces deux mondes. John Constantine, un nom murmuré avec crainte dans les cercles occultes, bien plus qu'un simple exorciste ou magicien, il est une force de la nature, un arnaqueur des enfers, un homme condamné à errer entre le royaume des vivants et celui des morts. Né pour lutter contre les démons qui hantent notre monde, mais également contre ceux qui se cachent au plus profond de lui-même, Constantine incarne le paradoxe d'un héros imparfait, dont chaque victoire est teintée de pertes amères. Alors préparez-vous à plonger dans l'histoire d'un homme qui joua avec le destin, défia les dieux et se moqua de l'enfer. Voici le récit de celui que l'on nomme l'Hellblazer, John Constantine. Cette vidéo vous est proposée par Eurocomics Grade, la première entreprise française de création de comics. Retrouvez toutes nos informations sur le site internet ou sur notre page Instagram. Lien en description. Notre histoire commence alors en 1953, le 9 mai, où John Constantine est alors qu'un fœtus dans le ventre de sa mère, mais il s'apprête déjà à mener sa plus terrible bataille. Car en effet, John Constantine possède un frère jumeau, un être de lumière, un être parfait, qui voyant l'immondice qu'était son frère, essaiera donc de le tuer. Alors, John se défendit en étranglant son propre frère avec le cordon ombilical de leur mère. C'était là la naissance d'un être maudit. Et ainsi, le 10 mai 1953, John Constantine vient au monde dans les larmes et le sang, car sa mère ne survivra pas à l'accouchement. Son père le tiendra alors responsable du décès de sa mère, et ce, pendant toute sa vie. Quelques années plus tard, en 1958, John Constantine rencontrera le terrible démon Nergal pour la première fois, et bien qu'aucun des deux ne sache qui était l'autre, Nergal donnera à John sa première cigarette, et John lui répondra en lui volant tout le paquet. En 1961, Thomas Constantine, le père de John Constantine, sera arrêté pour avoir volé des sous-vêtements féminins et les avoir mangés et sera donc condamné à 7 mois de prison. John et sa sœur Cheryl seront ainsi envoyés vivre chez leur tante Dolly et leur oncle Harry à Northampton. Et en août 1961, le dieu aztèque Milchantechutli regardera en arrière à travers le temps et apparaîtra devant un jeune John Constantine. Et c'est aussi à ce moment-là que le père de John Constantine sortira de prison. Et en 1965, le jeune John Constantine est terrorisé par Kenny Nelson, un tyran psychopathe de son école qui a d'ailleurs arraché l'un des yeux de sa propre sœur avec une aiguille à tricoter. John Constantine, qui commençait à s'intéresser aux arts occultes, convia Kenny Nelson à une séance de spiritisme dans laquelle ils entrèrent en contact avec le fantôme de sa mère, qui révéla alors que Kenny l'avait assassiné dans son sommeil. Bien sûr, pensant pouvoir garder pour lui cette terrible révélation, Kenny Nelson fut terrifié et s'enfuit alors en courant, mais dans sa fuite précipitée, il traversera une route sans regarder et se fit alors percuter par un camion. Et peu de temps après, John révélera que cette séance de spiritisme était fausse car il n'avait pas assez de pouvoir pour invoquer des fantômes et qu'il avait en fait reçu cette précieuse information de la part de la sœur de Kenny Nelson. Ainsi, John Constantine venait de monter sa première arnaque. En 1966, le jeune John Constantine rencontrera Katie Morgan, avec laquelle il vivra une petite amourette. Mais alors, le directeur de leur école menaça d'envoyer Katie dans une prison pour mineurs, et John, pour se venger, réussira à maudire le directeur, qui finalement brûlera dans un incendie avec sa maison. Mais ce fut véritablement l'année 1967 qui fut une année extrêmement importante pour John Constantine, car c'est là qu'il lancera son premier sort conscient en plaçant son innocence d'enfance dans une maison de jouets et en l'enterrant dans une capsule temporelle. Et ainsi, en parallèle, Constantine fut renvoyé à l'école. Son père, n'appréciant pas l'intérêt de John pour l'occulte, deviendra de plus en plus violent avec lui. Et alors, pour se venger, John liera l'esprit de son père à un chat mort. Le sort manquera presque de le tuer tant il était puissant, mais John parviendra finalement à mettre le sort en pause sans pouvoir pour autant le rompre, laissant alors son père extrêmement affaibli et dans une amertume infinie.
Et enfin, pour finir cette décennie, en 1969, le 1er octobre, John tentera de s'enfuir de chez lui suite aux nombreux excès de violence de son père et finira par tomber sur un prêtre qui essaiera alors de lui couper le pénis avec une lame de rasoir. Et même si John réussira à s'en sortir, cela le traumatisera à vie. Mais finalement, après cette mésaventure, John arrivera enfin à Londres où il rencontrera Chas Chandler pour la première fois, une rencontre qui changera la vie de John car Chas deviendra son meilleur ami et à bien des égards son seul vrai ami. En 1977, John Constantine formera le groupe Mucous Membrane, un groupe de punk rock avec pour membres principaux Gary Lester et Biano, deux fidèles amis à lui, ainsi que Chas Chandler qui deviendra leur machiniste, les accompagnant partout où ils se rendent, et d'ailleurs, le groupe rencontrera même un certain succès sur la scène underground. Ainsi, en 1978, John Constantine, Chas Chandler et Biano rencontreront un jeune milliardaire nommé S.W. Maynor qui sera, vous le verrez, très important pour la suite. Et ce milliardaire, omnibulé par les artefacts magiques, paiera Constantine pour qu'il lui vole une horloge qui pourrait prédire l'avenir. Mais alors, au lieu de s'acquitter correctement de la mission, John Constantine montera une arnaque pour escroquer le jeune milliardaire. Et ainsi, après cette petite escroquerie, ce seront les événements de août 1978 qui changeront la vie de John Constantine et ses amis à tout jamais. Car en effet, Constantine et son groupe se rendirent à Newcastle pour se rendre à une orgie magique organisée par un certain Alex Logg, mais au cours de la fête, ils découvrirent que le propriétaire des lieux, Alex Logg, maltraitait de façon extrêmement violente sa propre fille, Astra Logg. Alors, pour se libérer de la terrible emprise de son père, la jeune Astra Logg invoquera un démon nommé Nurse-Fulfing qui massacrera tous ceux qui se trouvaient à la fête, à l'exception de John et ses amis, car John réussit lui aussi à invoquer un démon à son tour pour combattre le premier, mais malheureusement, John ne parviendra pas à contrôler son invocation et perdra le contrôle du démon, et alors, le démon tuera le premier, celui invoqué par Astra, mais entraînera avec lui la jeune fille en enfer. Et ce démon, pour narguer John Constantine, lui révéla son nom, il s'appelait Nergal, et ce jour-là, John Constantine se fit son plus grand ennemi. Et alors traumatisé par le fait d'avoir envoyé une jeune fille innocente en enfer, à la suite des événements de Newcastle, John Constantine sombrera dans la folie et sera ainsi interné par intermittence à l'asile de Ravenscar pendant 2 ans. Et en 1979, pendant ces périodes de liberté, John Constantine apprit que sa sœur Cheryl venait d'avoir une petite fille, la petite Gemma Masters. Mais cependant, Cheryl s'était embrouillée avec son mari et n'avait plus de toit où dormir. Elle décida donc d'aller voir John Constantine, mais ces derniers les repoussa, ne voulant pas attirer le malheur sur eux. Car en réalité, John Constantine aimait énormément cet enfant, il lui était très attaché, et lui qui prenait toujours des décisions égoïstes afin de se satisfaire lui-même, pour une fois, décida de prendre une décision qui apporterait plus de bonheur à eux plutôt qu'à lui. Et au cours de la même année, une certaine Epiphany Graves rencontrera John Constantine et dira même avoir été envoyée depuis le futur, depuis l'année 2009 par un certain Shade de Changing Man. Elle rencontrera alors le jeune John Constantine et couchera avec lui, mais leur courte histoire d'amour fut interrompue par le John Constantine du futur qui vint ramener Epiphany à son époque. Et touché par cette disparition soudaine, John Constantine ressombra dans la folie et retourna pendant plusieurs mois à l'asile de Ravenscar. En 1980, alors en convalescence chez son ami Brendan Finn, John Constantine rencontrera une certaine Kit Ryan pour la première fois, une rencontre qui changera la vie de John et sa vision de la vie, puisque pour la première fois, John se découvrira capable d'aimer quelqu'un d'un amour sincère. Et durant l'été 1982, John Constantine est libéré de Ravenscar une fois de plus par le gangster londonien Harry Cooper qui le contraint à ressusciter son fils mort. Mais bien sûr, John Constantine est incapable d'une telle prouesse, il ne peut pas ramener un mort à la vie. Alors, il invoquera un démon et l'implantera dans le corps du garçon, ce qui donnera l'illusion que le garçon est ressuscité, même si en réalité, c'est bel et bien un démon qui a pris le contrôle du corps. Et suite à cette aventure, John Constantine commencera à fréquenter de manière intime une artiste américaine nommée Emma.
Et en 1983, John Constantine et Brendan Fear voleront un artefact magique nommé l'As de Winchester à un célèbre gangster vaudou de New York que l'on appelle Papa Midnight. Et afin de célébrer leur victoire, John, Brendan et Kit Ryan boiront ensemble pour la dernière fois car John ne reverra pas Kit avant une rencontre fortuite en 1991. Et l'année suivante, en 1984, l'ancien batteur de Mucous Membrane, Biano, suppliera John de l'aider à s'occuper de certains fantômes dans sa maison. Et les fantômes se révéleront être une petite fille ainsi que l'homme qui l'a assassiné. John laissera alors le fantôme de la fille aller au paradis, mais sera malencontreusement entraîné en enfer en même temps que le fantôme de l'assassin. Alors, John conclura un accord dont les détails sont inconnus afin d'échapper à l'enfer et reviendra juste à temps pour ses propres funérailles. Ainsi, John Constantine, pour la première fois, réussira à s'échapper des enfers et à vaincre la mort. Et l'année suivante, en 1985, John Constantine sentit que quelque chose de terrible allait se produire, alors il contactera pour la première fois Swamp Thing et sollicitera son aide pour vaincre une secte maléfique et secrète nommée The Brujeria. Mais cependant, au cours de ce terrible affrontement, quasiment tous les membres du Newcastle Crew, les meilleurs amis de John Constantine à l'exception de Chas Chandler, perdront la vie dans l'affrontement, ainsi que sa petite copine Emma. Ainsi, cette pluie de cadavres laissera planer l'ombre d'un funeste présage et enfoncera encore John dans sa dépression et ses remords. Et ce n'est que 2 ans plus tard, en 1987, que John réussit à se relever de la débâcle qu'il avait suivie face à The Brujeria et découvrira alors que Gary Lester a libéré un démon sur New York. Ainsi, John, avec l'aide du gangster Papa Midnight, parviendra à tuer le démon, mais Gary Lester perdra la vie au cours de cet incident, créant encore un traumatisme violent pour John qui commençait à voir les fantômes de ses proches s'accumuler autour de lui. Car en effet, à l'exception de Chas Chandler, tous ses amis étaient aujourd'hui morts. Et au cours de la même année, le 11 juin, Margaret Thatcher est élue pour un 3e mandat en tant que Premier ministre britannique, et alors John passera la nuit électorale à combattre des yuppies démoniaques, et le 10 août, en route pour visiter Swamp Thing, John est à Liberty dans l'Iowa et assistera à l'étrange retour des garçons, des soldats tués au Vietnam 20 ans plus tôt grâce au pouvoir d'un certain groupe nommé la Croisade de la Résurrection, et c'est ainsi que John découvrit l'existence d'un groupe chrétien secret nommé les Croisés de la Résurrection qui semblait planifier de terribles manœuvres dans l'ombre. Et ce n'est qu'en 1988 que la Croisade de la Résurrection apparut au grand jour, suivie de l'armée de la damnation qui déclenchèrent alors à l'encontre de John une véritable guerre occulte tout au long de l'année. Mais John Constantine, redoublant de stratagèmes et d'audace, réussira à mettre les 2 groupes en déroute et réussira même à vaincre le démon Nergal qui se cachait derrière les terribles manigances de l'armée de la damnation. Mais cependant, au cours de leur affrontement, John fut hospitalisé alors qu'il était sur le point de mourir d'hémorragie, et ce fut alors Nergal le démon qui le sauva en lui donnant son sang. Cependant, bien que le sang de démon développât les capacités magiques de John Constantine, il eut aussi pour effet secondaire de le maudire. Alors, pour les vaincre, John demandera de l'aide à Swamp Thing, qui acceptera de l'aider à condition que John aide en retour Swamp Thing et son amante Abigail à concevoir un enfant. Et Constantine s'exécutera, Swamp Thing prendra son corps et pourra concevoir un enfant avec Abigail qu'ils nommeront Tefé Holland. Et ainsi, pour conclure la décennie, ce fut Morpheus, le marchand de sable, un des 7 infinis, qui s'échappa de son emprisonnement de plusieurs siècles et demandera à John de l'aide afin de retrouver un artefact perdu. Et les années 90 commencèrent de manière extrêmement intense puisque dès l'année 1990, John Constantine traquera et affrontera un tueur en série nommé The Family Man. Et au cours de leur terrible affrontement, le père de John, Thomas Constantine, sera tué. Mais juste avant la mort de son père, John lèvera enfin la malédiction qu'il avait lancée à son père au cours des années 60, permettant ainsi à l'âme de son père de se libérer et de s'échapper du plan terrestre pour rejoindre l'au-delà.
Et au cours de l'année 1990, se formera aussi la Trenchcoat Brigade composée de John Constantine, du Phantom Stranger, du Docteur Occulte et de Mr. E, qui ensemble introduiront le jeune Timothy Hunter au monde de la magie. Mais au cours de cette décennie chargée pour John Constantine, l'année 1991 marquera un tournant formel car John Constantine rencontrera son frère jumeau qu'il avait tué dans l'utérus de sa mère, qui avait survécu dans une réalité parallèle qui se nommait alors le Golden Boy. Et ainsi, le Golden Boy, afin d'être complet, afin d'atteindre véritablement la perfection, essaiera de convaincre John de fusionner avec lui. Mais cependant, John comprit que s'il fusionnait avec le Golden Boy, il serait anéanti, alors il refusa son offre. Le Golden Boy, alors vexé par le rejet de son propre frère, continuera de surveiller John Constantine et ira même jusqu'à manipuler secrètement la vie de John pendant les 2 décennies suivantes. Mais quand je vous disais que l'année 91 allait être compliquée, je ne vous mentais pas car au printemps, après des décennies de tabagisme, John Constantine développera un cancer du poumon en phase terminale. Alors, sa quête pour trouver un remède le conduit à entrer en conflit avec le premier des déchus pour la première fois, le premier des déchus étant un des 3 rois de l'enfer que l'on nomme aussi Satan. Et finalement, après avoir cherché désespérément de l'aide, John se rendra compte que tout le monde lui avait tourné le dos et qu'il était temps pour lui de tenter une dernière arnaque avant de mourir. Alors, il mit en place un des plans les plus audacieux de sa carrière. Il invoqua Belzébuth, un des 3 rois de l'enfer, et lui promit son âme s'il venait à mourir, et fit alors de même avec le 3e des déchus, le dernier roi des enfers. Puis ensuite, John se taillera les veines, se laissant mourir peu à peu. Mais alors qu'il était sur le point de mourir, le premier des déchus vint alors réclamer son âme. Mais bien vite, les 2 autres démons vinrent aussi réclamer leur dû. Alors, les démons furent pris dans un dilemme, déclencher une guerre en enfer pour l'âme de John Constantine pour savoir qui aurait le droit de la récupérer pour se venger, ou alors le laisser vivre et écarter le problème. Bien sûr, ce fut la seconde option qui fut choisie, car les démons avaient une puissance équivalente, et ça, John Constantine le savait. Alors, le premier des déchus n'eut pas d'autre choix que de soigner John Constantine. Et peu de temps après cette mésaventure, John Constantine rencontrera à nouveau Kit Ryan pour la première fois depuis 8 ans et tombera éperdument amoureux d'elle. Ce fut sa plus grande histoire d'amour et ils se mirent d'ailleurs tout de suite en couple. Et durant l'année 1992, le premier des déchus essaiera de pousser Ellie, une jeune succube bannie des enfers, à se retourner contre John Constantine, mais pour la protéger, John Constantine gravera dans son âme un sceau qui lui permettra de se cacher des enfers. Et après 1 an à vivre paisiblement, en juillet 1993, après avoir affronté un groupe néo-nazi, ces derniers viendront se venger de John Constantine directement à son domicile et essaieront alors de s'en prendre à Kit Ryan. Elle réussira cependant à s'échapper de justesse, mais furieuse, elle quittera John Constantine qui lui avait fait la promesse que jamais ses activités n'auront d'impact sur leur couple. Alors, totalement détruit par cette rupture amoureuse, Constantine sombrera de manière extrêmement violente dans la dépression, ce qui le laissera sans abri et alcoolique pendant plusieurs mois. Et ce n'est que le 2 janvier 1994, après 6 mois à vivre dans l'alcoolisme et dans la rue, que John Constantine rencontrera le fantôme d'un pilote de chasse mort pendant la Seconde Guerre mondiale, qui réussira à convaincre John de reprendre sa vie en main. Et alors, afin de prendre un nouveau départ, John Constantine se rendra à New York, mais sera tout de suite victime d'un sort lancé par Papa Midnight. Le sort de Papa Midnight était si puissant qu'il parviendra à envoyer l'âme de John Constantine dans une sorte d'enfer, tandis que son corps réel était laissé vulnérable sur Terre. Mais cependant, Constantine parviendra à se sortir du problème et à se venger, forçant Papa Midnight à sauter du haut de l'Empire State Building. Oui, il faut pas l'énerver John Constantine. Et au cours de la même année, le premier des déchus repassera à l'attaque pour se venger de l'humiliation que John Constantine lui a fait subir et tuera alors plusieurs des proches de John Constantine. Mais cependant, un plan élaboré en secret avec Ellie, la succube que John avait cachée des enfers, conduira finalement à une défaite du premier des déchus.
Et l'année suivante, en 95, John rencontrera à nouveau Rich Eldridge ainsi que son fils Cider et sa petite amie Michelle. Et peu de temps après, un nouvel ennemi extrêmement puissant fit son apparition, le démon Buer, qui complote alors pour restaurer le premier des déchus. Et ce démon, afin de mettre en place son plan machiavélique, possédera le corps du fils de Rich Eldridge, le jeune Cider, et dit alors à Constantine qu'il devait se sacrifier en échange de la vie du garçon. Alors, John tentera une nouvelle arnaque pour se sortir de cette situation compliquée. Il réussit alors à lancer un sort qui lui permet de diviser la mauvaise partie de son âme, celle rongée par l'alcoolisme, le tabagisme, la dépression et la méchanceté, et alors, avec cette partie impure de son âme, il la transvasa dans un golem à forme humaine qui avait exactement la forme de John Constantine, qu'il sacrifia alors à sa place. Ainsi, John avait littéralement respecté le marché qui disait que John Constantine devait se sacrifier. Et cela avait été le cas puisque John Constantine, du moins une partie, s'était sacrifié. Et comme le golem possédait une partie de l'âme de Constantine, eh bien le démon ne put que accepter ce marché. Mais alors que John Constantine venait de se purger d'un bon nombre de ses vices, en 1996, il fut forcé d'aller en enfer et rencontrera alors son père qui lui apprendra la vérité sur sa relation avec sa mère. Il lui dira notamment qu'il avait forcé sa mère à subir une série d'avortements qui ont fini par affaiblir son utérus à tel point qu'elle est morte en donnant naissance à John. Ce n'était donc pas de sa faute réellement si sa mère était morte en accouchant. Et 2 ans plus tard, en 1998, les choses se compliquèrent rapidement pour John Constantine, parce que Ellie, la succube qui l'avait aidé à vaincre le premier des déchus, s'était finalement retournée contre lui, et le premier des déchus ainsi que le démon Buer voulaient aussi se venger, et tous les trois décidèrent de s'allier pour se venger en même temps. Mais alors, face à ces assauts l'assaillant de toutes parts, John Constantine tenta de survivre tant bien que mal, car il s'était un peu ramolli au fil des années. Mais finalement, après un regain d'énergie, il réussira à sauver la vie de ses amis, même s'il perdra leur amitié au cours du processus. Et on peut dire que les années 2000 commencent bien pour John Constantine puisque en l'an 2000, John sera condamné à 35 ans de prison à sécurité maximale pour le meurtre de son ami Richie Fermin, surnommé Lucky. Et bien que Lucky se soit en réalité suicidé, John Constantine ira quand même en prison, devant alors découvrir qui lui faisait porter le chapeau du meurtre de son ami. Et après avoir manipulé toute la prison et créé une terrible émeute, il sera libéré par l'agent spécial du FBI Frank Toureau qui le jugera trop dangereux pour la prison. Oui, faut le faire quand même. Et partira alors enquêter de son côté en traversant les États-Unis afin de résoudre cette affaire. Et en 2001, John découvrira que la femme de Lucky s'avéra être la raison de son suicide, car en fait, s'il se suicidait et piégeait Constantine en lui faisant porter le chapeau de sa mort, S.W. Manor, souvenez-vous le milliardaire que John Constantine avait arnaqué en 1978, la condamnerait à perpétuité en utilisant ses relations avec les plus hautes castes de la société. Ainsi, Manor avait donc forcé la femme de Lucky à pousser son mari au suicide pour faire du mal à Constantine et lui faire porter le chapeau. Mais ayant découvert la vérité, John Constantine mettra en œuvre sa vengeance en 2002, car avec l'aide de l'agent Toureau, Constantine réintégrera la vie de Manor et réussira même à regagner sa confiance en le séduisant. Mais toute cette séduction et les liens qu'ils pensaient avoir tissés entre eux n'étaient que la mise en place de la terrible vengeance de Constantine. Et John perturbera tellement l'esprit de Manor que le milliardaire finira par se suicider, même si avant, il réussira à tuer l'agent Toureau. Et en 2003, John Constantine décidera de retourner au Royaume-Uni et se retrouvera au milieu d'une guerre de gangs magiques provoquée par Domine Fredericks. Et ce dernier, un sorcier très puissant de Londres, avait déclenché une guerre de la magie car il avait reçu des visions d'une créature connue sous le nom de Shadow Dog. Et Constantine finira par abattre Fredericks, mais réalisera que c'était le chien, le Shadow Dog, la véritable menace. Et ainsi, au cours de l'année 2004, avec sa nouvelle amante Angie Spatchok, John parcourira le monde pour en apprendre davantage sur The Shadow Dog.
Mais à l'automne de la même année, John devra interrompre son enquête pour aider Chas après que sa petite fille soit tombée dans le coma. John repartit donc aux États-Unis pour découvrir la vérité et apprit que la fille de Chas faisait partie des milliers d'âmes qui avaient été volées et utilisées pour créer un véritable enfer sur Terre par le démon Beroul. Et grâce à un coup de bluff monumental, John Constantine parviendra à vaincre le démon Beroul. Et pour ceux que ça intéresse, c'est le run Holy Engine qui a été adapté du coup dans le téléfilm City of Demon qui est excellent. Et ce sera donc en 2005 que John Constantine formera une force d'élite magique pour s'occuper du Shadow Dog et ensemble, ils réussirent à tuer cette mystérieuse entité. Mais malheureusement, le chien de l'ombre se révélera être une force du bien protégeant l'humanité d'un mal nommé la Bête. John Constantine et ses amis venaient en réalité de briser le verrou qui protégeait la terre de l'enfer. Et ainsi, les nuées de démons de l'enfer commencèrent à s'infiltrer jusque sur Terre, mais John parviendra cependant à les stopper et à arrêter le déchaînement de l'enfer, mais deviendra amnésique en conséquence. Et ainsi, l'amnésie de Constantine le laissera vulnérable face à Rosa Carnis, la fille du démon Nergal, qui cherchait à venger la défaite de son père. Et alors, Rosa Carnis proposa un marché à John Constantine, elle proposa de lui rendre la mémoire en échange de l'utilisation de son corps pendant 24 heures. Et John Constantine acceptera ce terrible marché, mais pendant les 24 heures où il ne possédait plus son corps, Rosa Carnis lui fit 3 enfants. Et ces 3 enfants démoniaques, Adam, Saul et Maria, qui avaient grandi extrêmement rapidement grâce à la magie, furent alors envoyés par Rosa Carnis pour tuer les amis et la famille de John Constantine, y compris sa sœur Cheryl et même son mari Tony. Mais John Constantine, s'il avait laissé mourir bon nombre de ses proches, ne comptait pas abandonner sa propre sœur aussi facilement. Mais Rosa Carnis était réellement l'un des ennemis les plus impitoyables de John. Et l'assaillant de toutes parts, John ne pouvait pas lutter sur tous les fronts en même temps et Cheryl finit par mourir. Alors, ne pouvant laisser un tel drame arriver, John Constantine décidera de suivre l'âme de sa sœur jusqu'en enfer afin de la sauver. Et pour traverser les enfers, John Constantine s'alliera avec le démon Nergal qui cherchait à reprendre le trône de sa propre fille. Et John Constantine finira finalement par pénétrer au cœur des enfers, dans la salle du trône, là où tous les démons les plus puissants de l'enfer se regroupaient. Et toujours aussi habile avec les mots et la manipulation, John réussit à déclencher un véritable massacre en enfer qui débouchera sur le fait que le premier des déchus réussira à tuer Rosa Carnis ainsi que les 3 enfants de Constantine. Et alors, le premier des déchus, de nouveau roi des enfers grâce à Constantine, offrira la possibilité à Cheryl de faire un choix. Soit elle pouvait retourner à la vie, mais tous ses tourments et tous ses remords seraient alors transférés dans la pénitence de son mari Tony, ou alors elle pouvait rester en enfer, mais diviser avec son mari la moitié de leurs tourments. Et alors, Cheryl, lassée de cette vie de traumatisme violent, choisit de rester en enfer afin de soutenir son mari et de partager ses traumatismes et sa pénitence. John, alors choqué par cette décision, retournera seul sur Terre et coupera donc tous ses liens avec la communauté magique de Londres. Et ainsi, en 2006, après 1 an loin de la magie, John Constantine est tenté de revenir lorsqu'un étranger nommé Chris Cole lui demandera de l'aide. Affirmant avoir été infecté par un virus de l'empathie, John décidera tout de même de mener l'enquête et la piste le mènera à Glasgow où un certain Steve Evans prévoyait de libérer le virus de l'empathie sur le monde dans l'espoir d'apporter une ère de paix sur la planète. Mais au lieu de ça, le virus de l'empathie était tellement puissant que tous les humains partageaient la misère du monde de manière équivalente et équitable, plongeant le monde dans un désespoir massif. Alors, John Constantine n'eut pas d'autre choix que de neutraliser le virus. Et se remettant peu à peu à la magie, en 2007, lassé d'être manipulé, John décidera de remettre sa vie en ordre. Il commencera par braquer un casino avec sa chance arrogante et grâce à des gains extraordinaires, il rachètera un ancien asile de fous, le Ravenscar Security Facility. Et dans les sous-sols de l'asile qu'il avait tant connu, il trouvera une créature mystique représentant tout son dégoût de soi et toute sa peur. Il lui donnera alors une forme physique et la tuera, se débarrassant ainsi de décennies de bagages émotionnels. C'était pour John
un retour aux sources, un nouveau départ. Et accessoirement le meilleur run de Hellblazer, par pitié lisez Andy Deagle présente Hellblazer, c'est une grosse dinguerie. Mais peu de temps après ce nouveau départ, John Constantine rencontrera un nouvel ennemi, l'infâme Lord Burnham, qui contrôle psychiquement à distance les habitants d'une cité pour satisfaire ses désirs malsains. Alors, John fera échouer son opération, mais Burnham réussira à s'échapper. Et en 2008, les ennuis surgirent sous la forme de Mako, un chef de guerre africain dont le mode opératoire consistait à absorber les compétences et les pouvoirs des magiciens en mangeant leur cerveau. Et le terrible Mako arriva cette année-là en Angleterre dans le but de tuer Constantine et de récupérer ses pouvoirs. Mais John, grâce à son charisme naturel, réussira à convaincre Mako de se tourner vers Burnham à la place de lui. Mais cependant, Burnham, étant l'un des lords les plus influents de l'Angleterre, parviendra à conclure un accord avec Mako, et les deux se retournèrent contre John Constantine. Bah, décidément, c'est pas gagné. Car Burnham, lui, avait un plan bien particulier afin de satisfaire ses désirs pervers. En effet, il voulait tromper l'enfer en envoyant son esprit dans une cage à âme qui serait alors remplie de tous les plaisirs les plus sordides et les plus bizarres pour le divertir pour l'éternité. Cependant, pour profiter des plaisirs pervers de l'enfer, Burnham devait envoyer une partie de son âme, mais devait aussi la protéger afin de ne pas être capturé par un démon, et il devait donc acquérir beaucoup plus de pouvoir. Et ainsi, en échange d'un miroir magique qui donnerait à Mako un pouvoir illimité afin de l'aider, des mages africains acceptèrent d'entrer dans la cage afin de créer un monde fictif dans cette cage pour satisfaire les désirs de Burnham à l'intérieur. Mais alors qu'ils étaient sur le point de créer une passerelle extrêmement instable entre l'enfer et le monde réel, Constantine réussit à intervenir en coupant la connexion entre l'âme de Mako et son corps, le laissant alors piégé à l'intérieur de la cage. Et finalement, Constantine, afin de se débarrasser du problème, ira même jusqu'à tuer Burnham de sang-froid, dont l'âme était également placée dans la cage à plaisir. Et ainsi, vaincus par Constantine, l'âme de Mako et de Burnham se retrouvèrent piégés ensemble dans la cage. Autant vous dire que Burnham ne va pas passer un agréable moment. Mais la fin de l'année 2008 fut marquée par le plus important combat de John Constantine, le retour du Golden Boy. Ce dernier, le frère parfait de John Constantine, réapparut aux yeux de Constantine dans une vision et essaya de le convaincre à nouveau de fusionner avec lui, lui prétextant qu'ensemble, ils seraient parfaits, auraient les pouvoirs d'un dieu et pourraient recommencer tout à zéro en sauvant tous ses amis. Mais John Constantine comprit rapidement que le Golden Boy n'était pas sincère et qu'en réalité, John Constantine était un obstacle aux pouvoirs infinis du Golden Boy puisque ce dernier, pour acquérir une pleine puissance totale, devait en réalité se débarrasser de John Constantine. Il choisit alors l'option la plus simple et pour ce faire, le Golden Boy tenta de convaincre Constantine de fusionner avec lui. Mais cependant, n'évoluant pas dans la même réalité, le Golden Boy ne pouvait pas le tuer directement, puisqu'en fait, ils étaient qu'une seule et même personne. Et alors, le Golden Boy révélera à John Constantine que c'est lui qui avait manipulé les événements grâce à la vague de synchronicité et qui avait fait subir tant de malheur à John Constantine, la mort de sa sœur, les attaques du premier des déchus, la mort de tous ses proches, le fait que Kit Ryan l'ait quitté. Tout ça n'était que la faute d'un seul homme, le Golden Boy. Et John Constantine comprit alors que même son cancer était l'œuvre de son frère jumeau maléfique. Et bien que John Constantine fut un moment tenté par les pouvoirs immenses de la vague de synchronicité, mais finalement, John Constantine décida d'abandonner ce potentiel pouvoir infini et à l'aide d'un scalpel métaphorique et de la puissance de la vague de synchronicité, il décida de couper toute connexion avec son frère jumeau, le laissant définitivement dans son monde parallèle. Et alors conscient des pouvoirs de la vague de synchronicité et débarrassé des manipulations du Golden Boy, en 2009, John Constantine put réellement commencer à vivre sa vie. Et d'ailleurs cette année-là, John rencontrera et tomba amoureux d'une médecin, une certaine Phoebe Clifton, qui le quittera après qu'il lui ait menti à propos d'un problème surnaturel. Il essaiera cependant de la récupérer en utilisant un filtre d'amour fourni par une jeune alchimiste nommée Epiphany Greaves, mais ses plans pour récupérer Phoebe échouèrent et elle finira même par se faire tuer par un démon. Alors, John Constantine tentera de la ressusciter, mais il échouera car son esprit était impur. Et ainsi, pour tenter de purifier son esprit, John s'envolera vers Mumbai où un magicien indien invoquera l'esprit de Phoebe dans le corps d'Epiphany, et Phoebe
malgré l'amour qu'elle porte à John, lui dira qu'elle veut aller dans l'au-delà et qu'elle ne veut pas retourner sur Terre avec lui, et donc qu'il ne devrait pas la ramener. Alors John, complètement détruit, retournera en Angleterre aux côtés d'Epiphany Greaves, avec laquelle il se rapprocha rapidement. Et au cours de l'année 2010, comme je vous le disais, l'intérêt de John Constantine se portera peu à peu sur Epiphany, qui avait le béguin d'ailleurs pour lui depuis qu'elle avait 15 ans. Mais cependant, alors que les deux commençaient à se rapprocher sérieusement, l'un des prétendants d'Epiphany avait lancé une malédiction sur John qui se déclencherait si l'un des deux venait à s'aimer. Et bien sûr, les sentiments de John étaient réels, et alors la malédiction se déclencha, ce qui rendit fou John Constantine. Et alors plongé dans une folie intense et destructrice due à la malédiction, John battra Epiphany à mort avant d'être interné dans un asile de fous où on lui coupera un doigt. Et finalement placé en soins intensifs, Epiphany réussira à s'en sortir de peu. Alors toujours coincé dans l'asile et épris de la malédiction, John invoquera Shade the Changing Man qui l'aidera à s'échapper et à briser la malédiction. Et John, alors extrêmement honteux, et pour se faire pardonner et montrer son amour réel, demandera Epiphany Greaves en mariage. Mais Shade, alors devenu obsédé par elle, car y voyant le reflet de son amour perdu Katie George, kidnappera la jeune fille. Et alors qu'il l'avait emmenée dans sa dimension méta, Shade essaiera donc de transformer Epiphany en sa petite amie décédée Katie George, mais Epiphany réussira à le raisonner et Shade la renverra sur Terre, mais en 1979. Et pendant ce temps, le John Constantine de 2010 doit faire face à Terry Greaves, le père gangster surprotecteur d'Epiphany et aussi au retour de Nergal. Mais finalement, grâce au pouvoir de la vague de synchronicité, John Constantine réussira à ouvrir un portail vers 1979 et à faire revenir Epiphany dans le présent. Et peu de temps après, Terry Greaves acceptera de donner son consentement pour le mariage de sa fille si John Constantine l'aide avec des gangsters afghans. Et pour une fois, John Constantine mit du cœur à la tâche et en mars 2011, John et Epiphany purent enfin se marier. Et alors qu'ils vivaient un mariage heureux, en 2012, John, rongé par les remords, tentera de sauver l'âme de sa sœur en enfer, mais alors qu'il réussira à communiquer avec elle, elle lui fit une terrible révélation. En effet, Cheryl, alors qu'elle était encore adolescente, avait en réalité eu un bébé caché et demanda donc à John de le retrouver. Et John, après avoir mené sa petite enquête, réussira finalement à retrouver son neveu, Finn, et alors l'âme de Cheryl, lavée de beaucoup de remords, réussira à être sauvée de l'enfer. Et c'est finalement en 2013, alors que John avait quasiment trouvé la paix, que le glas sonna pour Constantine. En effet, il fut contacté par les 3 Parks, des entités extrêmement puissantes, invincibles et annonciatrices de malheur, qui lui expliqueront qu'il allait mourir dans 5 jours. Mais John, ayant réussi à se pardonner et à effacer tous ses remords, acceptera contre toute attente son destin plutôt que d'essayer de le combattre comme il le fait d'habitude. Et ainsi, le 5e jour, John Constantine sera assassiné dans sa propre maison par un simple gangster. Ses funérailles seront suivies par de nombreux amis et membres de sa famille, mais il s'avère qu'une fois de plus, en réalité, il avait simulé sa mort, et il l'avait si bien simulé qu'il avait même réussi à tromper le destin lui-même. Alors, Constantine décidera de rester discret, car il ne voulait pas blesser à nouveau les gens qui l'entourent, le croyant mort. Il fit donc ses adieux à Finn et Epiphany, et rendra enfin visite à sa nièce Gemma. Et Gemma, déjà instable due aux nombreux traumatismes qu'elle avait vécus, fut poussée à bout par ses révélations. Et alors que John lui révéla qu'il était encore en vie, Gemma tentera de se suicider avec un revolver rempli de fléchettes empoisonnées. Mais avant qu'elle ne puisse commettre l'irréparable, John vola la dernière fléchette empoisonnée. Et alors Gemma, complètement perdue dans ses sentiments à l'idée de ne plus jamais voir son oncle, la dernière personne sur Terre qui l'aimait, lui dit que sa vie serait meilleure sans lui car il prenait trop de place, à la fois quand elle le détestait ou à la fois quand elle l'aimait trop. Et John promit alors de la laisser tranquille, de ne plus jamais revenir, mais Gemma savait que John ne tenait pas ses paroles, elle craignait de tout son cœur
que John, comme à son habitude, revienne au pire moment pour lui faire vivre une misère. Alors, John Constantine donna le pistolet à Gemma et lui dit de prendre sa propre décision. Et ainsi, Gemma pointa à contre-cœur le revolver sur John Constantine. Elle ferma les yeux avant de marmonner « Maudit sois-tu, John Constantine » et appuya sur la gâchette. Mais quand elle rouvrit les yeux, John Constantine avait disparu. Et enfin, la dernière scène du comics Hellblazer nous montre un long plan séquence qui nous amène jusqu'au bar nommé Long Journey's End, la fin d'une grande aventure, où l'on y découvre un vieux Constantine tenant un verre d'alcool avec un air choqué, comme s'il venait de se réveiller d'un mauvais rêve. C'était la fin de John Constantine.